Welcome back. Aujourd'hui, nous allons encore parler de tout et de rien pour apprendre du vocabulaire en contexte. By the way, comment est-ce que vous direz en anglais parler de tout et de rien? Vous pouvez par exemple dire to have a random talk. Alors, il faut faire attention au mot random. Déjà, which part of speech is it? Nous avons précédemment travaillé sur les parts of speech in English. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez toujours de ce que c'est. Lorsqu'on utilise random, nous avons ici un adjectif. Donc, à la base, random signifie au hasard. Lorsque vous faites quelque chose au hasard, vous dites you do it randomly. Là, on a l'adverbe. Mais je dis ici a random talk. Random, dans ce cas, signifie une discussion, une conversation qui se fait au hasard. Ça, c'est la traduction littérale. Mais attention, random, ce n'est pas le hasard. Le hasard qui est un nom. Comment est-ce que vous direz le hasard en anglais? Il existe un autre mot qui ressemble à ce mot que nous avons en français. En anglais, on dira hazard. Mais attention encore aux faux amis. Random, c'est le hasard. Mais hazard, ce n'est plus le hasard. Lorsque vous dites hazard, vous vous référez au danger, au risque de quelque chose. Par exemple, lorsqu'on parle de hazards of life shows, ici c'est ce qu'on appellera en français les aléas du direct. Donc vous pouvez utiliser hazard exactement pour parler de tout ce qui se réfère au risque et au danger. Je vous laisse faire des phrases en commentaire. Faites-moi 2, 3 ou plusieurs phrases en commentaire dans lesquelles vous utilisez hazard. Je vous dirai si vos phrases sont correctes. L'équivalent du mot hasard en anglais, ça sera chance. When something happens by chance, cela se fait au hasard. I gave the correct answer to the question by chance. Comment est-ce que vous allez traduire cette phrase en français? Faites-le moi savoir aussi en commentaire. Je vais vous donner quelques exercices en passant. Et pendant que vous regardez la vidéo, commentez, répondez progressivement aux questions. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle les faux amis en anglais. On a vu tout à l'heure random, qui signifie au hasard, mais c'est l'adjectif qualificatif. Si vous voulez dire le hasard tout court, littéralement, vous allez dire chance. Et si vous voulez dire la chance, vous ne direz plus chance, mais plutôt luck. Par exemple, la phrase classique, lorsqu'on dit bonne chance. En anglais, on dira good luck. Très bien. Alors, on va poursuivre. Déjà, comment est-ce que vous dites cela en anglais? Poursuivre. Il y a un verbe qui semble correspondre à poursuivre. Pursue. Is it what we're going to use in context here? Poursuivons. Let's pursue. Non, pas exactement. Alors, pursue, c'est poursuivre, mais par exemple, lorsque vous voulez dire poursuivre ses rêves, vous allez utiliser l'expression to pursue your dreams. Or to pursue a career, to pursue a goal. Mais si vous voulez dire poursuivre, c'est-à-dire vous continuez de faire quelque chose, vous pouvez dire to continue ou, plus spécifiquement, to move on. Quelle est la préposition que vous allez utiliser après move on? Si vous voulez dire continuons, avançons, passons au prochain point. Est-ce que vous allez dire let's move on the next point? Non, mais plutôt let's move on to the next point. Ça, c'est aussi très important. Les prépositions que vous utilisez en contexte. Donc, lorsque vous apprenez un mot, il est très important de vous familiariser avec non seulement, effectivement, le sens ou les différents sens du mot en contexte, mais surtout, comment est-ce que vous l'utilisez en contexte, grammaticalement parlant. Est-ce qu'il s'utilise avec des prépositions spécifiques qui pourraient éventuellement changer le sens du mot? Les mots sont très polysémiques en anglais. Donc, je disais, let's move on. Let's move on to the next point, par exemple. Let's continue the conversation. Mais une autre expression aussi pour dire continuer, par exemple, si vous voulez inviter une personne à continuer dans ce sens, la personne a fait un très bon travail, vous pouvez dire keep it up. To keep it up, c'est maintenir le rythme, continuer de bien faire, en d'autres termes. Alors, up, c'est une préposition que vous allez retrouver dans plusieurs phrasal verbs. Par exemple, lorsqu'on dit to turn on,
turn on the lights, c'est allumer la lumière, n'est-ce pas? Mais par contre, bon, déjà, à ce niveau, vous pouvez utiliser plus spécifiquement to switch on. Parce que switch, c'est l'interrupteur. Si vous dites par exemple turn up, ça change carrément le sens de la phrase. Ce n'est plus allumer, même si ça va plus ou moins dans ce sens, mais c'est, par exemple, si vous vous référez à une personne qui a l'habitude de performer à un certain niveau et est en dessous de sa performance habituelle, vous pouvez dire come on, turn up, you need to turn up. Donc to turn up, c'est se réveiller, si vous voulez, contextuellement, et donner le meilleur de soi-même. Alors, une autre manière de dire, littéralement, donner le meilleur de soi-même, vous pouvez dire effectivement to turn up, mais vous pouvez dire aussi to give out or to give your best or to do your utmost. Lorsque vous voulez dire, par exemple, poursuivre une personne, est-ce que vous allez dire encore ici to continue or to pursue somebody? Non. On va utiliser un autre verbe, le verbe chase. To chase somebody or to chase something. On peut aussi utiliser un phrasal verb assez simple, to run after. Donc, on dira par exemple to run after money, au sens figuré. On dira aussi to chase money. Et on peut dire to look for. Mais là, c'est rechercher. Ce n'est plus une traduction, on va dire, très fidèle du verbe poursuivre. Mais lorsqu'on dit rechercher, est-ce que, si vous voulez dire, par exemple, chercher quelque chose, rechercher quelque chose sur Internet, est-ce que vous allez dire to research? Non, le terme research est beaucoup plus utilisé dans un cadre académique. Si vous voulez dire faire une recherche en ligne, alors vous allez dire to search. Donc, comment est-ce que vous dites un moteur de recherche? C'est search engine. Mais comment est-ce que vous allez dire faire une recherche sur Google? Vous pouvez dire tout simplement to search Google. Et ça passe. I don't know these words. Let me look it up. Ça aussi, c'est une très belle expression qui signifie search Google or look for the meaning of the word in the dictionary. To look it up. Alors, to look up to somebody, ça c'est un autre phrasal verb. Vous constatez qu'on ajoute un to à look up. Dans ce cas spécifique, on se réfère au fait d'admirer une personne. He's always looked up to his father for all his hard work. Comment est-ce que vous allez traduire cette autre phrase en français? J'attends votre traduction en commentaire. Alors, lorsque vous utilisez par exemple le verbe traduire, traduire, c'est translate. Quelle est la préposition que vous allez utiliser après translate? Traduire du français vers l'anglais, par exemple. Vous direz to translate from French. On ne dira plus to, on dira from French into English. Donc, to translate into something. Mais cette préposition prête souvent aussi à confusion. Il y a certaines personnes qui vont utiliser into, là où ils doivent utiliser par exemple inside, and vice versa. Donc, voyons un peu la différence entre certaines prépositions qui sont souvent confondues. Le cas de into, de inside et aussi de in. Déjà, la grande différence entre into et inside et in qui font partie de la même catégorie, c'est que into est une préposition de mouvement. Vous allez l'utiliser avec des verbes d'action. Et inside, tout comme in, sont des prépositions de lieu. Vous allez typiquement les utiliser avec des verbes comme to be. I am inside my bedroom. Je suis dans ma chambre. Il n'y a pas véritablement de différence sémantique entre inside et in. C'est la même chose, seulement qu'avec inside, vous mettez l'accent sur le fait que vous êtes dans un espace fermé. Donc, I'm inside my bedroom, je suis à l'intérieur de. Mais lorsque vous voulez parler d'un espace ouvert, par exemple, vous voulez parler d'un pays, vous allez dire I'm in Côte d'Ivoire. La différence aussi entre in et at. At pour les endroits spécifiques. I'm at the pharmacy, I'm at the library. Et I'm in quoi par exemple? Dans une ville.
in Abidjan. Mais lorsque vous voulez parler d'un endroit spécifique, surtout les endroits officiels, les endroits de la ville, at the post office, à la poste. At the filling station, vous pouvez aussi dire fuel station or gas station, à la station-service. Revenons à into. Into va être utilisé pour se référer à un mouvement, pour décrire un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on dira par exemple, I'm getting into my bedroom. Je vais dans ma chambre. Si vous dites, I'm getting inside or I'm going inside my bedroom, basically it is grammatically incorrect. You want to say to get into a place and then to be inside a place. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.